Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le webinaire Comment personnaliser son application. Aujourd'hui, nous allons passer ensemble une heure. Pendant 30 à 40 minutes, nous allons vous exposer nos solutions, retour d'expérience. Et pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes, vous pourrez poser toutes vos questions et on pourra interagir tous ensemble. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Dumont de la société Azeton. Oui, bonjour. Philippe Dumont, donc effectivement, je suis le dirigeant d'Azeton. J'ai également le plaisir de siéger au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association, où j'ai en charge la commission applications mobiles et tablettes, hein, et aussi le baromètre du marketing mobile. Et nous sommes également en compagnie d'Yvan Delegue. Oui, bonjour, je suis Yvan Delegue et je suis donc en charge du programme des applications mobiles Orange, qui est une activité qui est gérée au niveau du groupe, en particulier le Technocentre. Et donc on a une activité d'application qui s'étend aujourd'hui sur 30 pays et on a à cœur de maximiser l'engagement client dans nos applications, d'où le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Merci messieurs d'être présents. Je vais laisser la parole à Philippe. À toi Philippe. Oui, je voulais juste peut-être passer quelques instants à peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on a une application mobile, on est souvent confronté à un certain nombre de défis, de problèmes, parfois même peut-être de découragement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très simple en fait, une application mobile. Pourquoi? Parce que très rapidement, je pense, quand on se confronte à développer des applications mobiles, on s'aperçoit que ça coûte très cher, ça prend du temps, c'est somme toute pas très agile. Et enfin, c'est pas très simple de monétiser, de faire en sorte que son application, elle soit à la fois un centre de revenus, si on essaye effectivement d'avoir une monétisation de son application, ou encore de faire en sorte qu'elle satisfasse ses clients, si on est plus dans une approche de relation client. Et c'est un peu par le fait qu'une application mobile, c'est évidemment assez différent d'un site web. Alors que quand on regarde réellement en fait la plupart des applications qui existent aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que beaucoup des applications qui existent, c'est en fait ni plus ni moins qu'une copie d'un site web qui a été développé non pas en HTML mais en Objective-C ou en Swift si vous êtes sur iOS, non pas en HTML mais en Java si on est sur Android, etc. Et donc on se retrouve en fait avec un peu une surprise qui est le fait que globalement on a sur le monde des applications mobiles à la fois un certain nombre de contraintes qui n'existent pas sur le web et pas forcément une exploitation de ce qu'il est possible de faire avec une application mobile. Je pense que une des choses dont on va essayer de parler aujourd'hui, c'est justement de voir comment on peut aller avec une application mobile au-delà de simples codages d'écran standard que l'on peut avoir sur son mobile. L'autre chose que je voudrais mentionner et qui est à mon avis assez importante, c'est que il y a une lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que une application mobile, vous avez peut-être un certain nombre de challenges aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui sont intéressantes de noter. Une des choses que vous avez probablement vu beaucoup de fois et qui me semble quelque part une grande vérité, c'est on vous a probablement dit mais vous avez développé une application mobile, quelle idée, les seules applications mobiles qui sont utilisées c'est des jeux, c'est Facebook, c'est Twitter et c'est écouter de la musique. Et ce slide qui est un slide qui a été en fait réalisé par Statista mais sur la base de données Fleury Analytics, je pense qu'il est assez représentatif de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces outils-là, ces outils de réseaux sociaux, ces jeux, etc. Mais la croissance, en fait, en termes d'usage, c'est-à-dire le nombre de sessions qui sont en train de croître aujourd'hui, c'est plus tellement sur les réseaux sociaux, ça s'applique, en fait, à tous les autres types d'applications, comme vous voyez ici, que ce soit des applications de news, de magazines, des applications justement d'achat en ligne, etc., de voyage, de sport. Bref, c'est toutes les autres catégories en fait d'applications qui sont en train de croître plus vite aujourd'hui en termes d'usage que les réseaux sociaux, que les jeux, etc. Et donc ça, c'est assez représentatif de ce qui est en train de se passer, c'est que s'être accaparé en fait justement les applications basiques, on va dire, sur le mobile, les utilisateurs ils sont en train de s'intéresser justement aux bonnes applications qui existent sur le marché et transformer leur usage du web vers le mobile.
L'autre chose qui est aussi assez intéressante et sur lequel peut-être certains d'entre vous ont baissé les bras, c'est de dire « Ah, mais une application mobile, mon brave monsieur, c'est quelque chose ultra difficile à monétiser et en fait, on n'arrive jamais en fait à réaliser des taux de conversion aussi importants que ce qu'on a dit sur le desktop. » Et là aussi, il y a une étude très récente de Criteo qui est à mon avis révélatrice de ce qui est en train de se passer, c'est que dans un certain nombre de créneaux, de marchés sur lesquels les éditeurs d'applications ont fait des efforts, ont essayé de bien optimiser leurs applications, notamment le retail, mais pas que, eh bien on s'aperçoit que non seulement les applications elles font mieux que les applications, que les sites HTML sur mobile, mais elles font également mieux que les taux de conversion qui existent sur le desktop. Vous voyez ici, donc sur des applications dans le retail que Criteo a pu analyser, eh bien on arrive à des taux de conversion qui peuvent aller jusqu'à 2 fois le taux de conversion qui existe sur le desktop. Donc non seulement le mobile c'est pas forcément quelque chose où il est plus difficile de monétiser, mais encore une fois si on fait les bons efforts, si on fait les bonnes optimisations, si on fait les bons choix, eh ben on arrive à faire du mobile un vrai centre de croissance, un vrai centre de revenus et un vrai centre de satisfaction client. Et donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de vous parler et de vous montrer aujourd'hui en vous disant essayez peut-être de transformer un peu votre utilisation de vos applis avec un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace dans cet engagement. Et donc un des outils qu'on va avoir à notre disposition ici au sein de Microsoft est la partie Mobile Engagement. Mobile Engagement est issu, pour ceux qui connaissaient la startup française Captain, issu d'un rachat qui a eu lieu il y a environ 18 mois et aujourd'hui totalement porté en mode SaaS sur notre cloud de Microsoft Azure. Cette solution va nous permettre plusieurs choses. La première, évidemment, c'est de faire du push notification à nos utilisateurs finaux au travers d'InApp ou de ORAP. Donc de pouvoir interagir avec cette communauté, l'animer et évidemment, quelque part, pour te rejoindre Philippe, monétiser également cette communauté. Et afin de pouvoir toujours mieux les segmenter et personnaliser le message au maximum, on va pouvoir collecter en temps réel des données sur justement ces utilisateurs, sur leur comportement et pouvoir mieux s'adresser avec eux et communiquer les bons messages. Pour ce faire, cette solution également, on va pouvoir la connecter avec des outils tiers, puisqu'on met à disposition des API ouvertes, donc on va pouvoir les connecter avec des solutions type DMP, CMS, vos propres CRM, si vous voulez les alimenter. L'avantage, c'est que la solution va pouvoir alimenter votre CRM, et le CRM va alimenter également la solution, donc c'est vice-versa, et c'est vase communicant, et c'est tout bénéfique pour vous d'un point de vue animation et segmentation, et personnalisation des messages. Et enfin, l'avantage, c'est que cette solution tourne maintenant sur le cloud Azure, donc avec toutes les certifications, toute protection d'un point de vue vie privée auquel Microsoft s'engage de répondre et donc de respecter. Donc pour pouvoir envoyer les notifications, on va pouvoir avoir évidemment une solution type browser sur lequel on va pouvoir s'appuyer et on va pouvoir en tirer bon nombre d'informations. La première, on va pouvoir, par exemple sur l'image en bas à gauche, vous pouvez voir qu'on peut tout à fait en temps réel savoir où sont vos utilisateurs en temps réel. Donc du coup, soit ils ont fait le choix de la géolocalisation et à ce moment-là c'est encore plus facile, soit ils ont fait le refus de l'opt-in au niveau de la géolocalisation, mais malgré tout le SDK présent dans l'application est capable de relever la borne sur laquelle il s'est connecté et ou sur le Wi-Fi. Et ainsi, si vous voulez faire par exemple du Direct to Store, c'est une bonne solution pour vous permettre d'amener les clients à visiter vos points de vente situés dans différentes villes ou différents pays ou même différentes régions. La deuxième image au milieu vous permet également d'avoir une vue en temps réel de la rétention. On sait qu'aujourd'hui, aller chercher de nouveau des clients, ça coûte de l'argent. Si je mets par exemple 1 euro de communication dans Facebook, quel est le retour? Est-ce qu'il est immédiat? Comment je peux le mesurer? Finalement, le meilleur moyen, c'est de retenir déjà les clients que l'on a à notre actif et également essayer de les faire communiquer sur nos applications, justement pour que ce soit eux qui allaient chercher les nouveaux clients pour nous. Et enfin, la troisième photo sur la droite, c'est ce qu'on appellera un jargon le user pass. Ça vous permet de voir où sont les utilisateurs, sur quel écran ils visitent. Donc plus le cercle est important,
plus c'est le nombre de minutes passées sur cet écran-là. Et pareil, les liens qui connectent entre les différents cercles, plus il est épais et plus il est foncé, plus c'est le chemin emprunté par les utilisateurs. Cela a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça vous met aussi en exergue les écrans qui ne sont pas visités par vos utilisateurs finaux. Et il y a peut-être des sources d'informations très importantes. Donc pour vous, ça peut être un bon moyen de faire une segmentation supplémentaire et de s'adresser à ces personnes-là en leur disant vous ne visitez pas assez cet écran-là et pourtant il y a des choses qui pourraient vous être utiles. Donc ça, c'est vraiment utile dans le terme de segmentation et savoir où sont nos utilisateurs dans l'application. Et ça peut être utile également aussi pour des développements futurs, améliorations, etc. Enfin, d'un point de vue communication et push notification, peut-être laisser quelques mots à Yvan pour dire finalement comment vous en servez et quelle est la portée. Oui, alors comme on l'a dit en introduction, donc c'est vrai que chez Orange on a un portefeuille très riche d'applications. On a, pour votre information, disponible dans 30 pays, presque 400 versions d'applications. Et donc, comme l'a dit Philippe, à un moment donné, on s'est quand même posé la question de l'efficacité de ce riche portefeuille et puisqu'on a une ambition, c'est de mettre le client au centre de nos attentions, que ça devienne une vraie réalité dans nos applications. Donc, il y a déjà pas mal de temps, en effet, on a regardé les outils du marché. Donc, on avait à l'époque identifié Captain, donc qu'on a très tôt commencé à utiliser et qu'on a rapidement décidé de déployer dans toutes nos applications, enfin, dans la majeure partie de nos applications. Aujourd'hui, on a plus de 80 applications qui ont cet outil. Et cet outil, il nous intéresse pour les deux aspects que tu viens de mentionner. C'est-à-dire, le premier, c'est d'avoir un outil homogène chez Orange pour pouvoir bien comprendre les usages de nos clients au sein des applications. En particulier, le slide précédent où on voit le parcours sur les différents écrans de nos utilisateurs, c'est important parce que ça participe aussi de notre ambition d'être plus agile. C'est-à-dire que avoir un outil comme ça permet à une équipe qui a en charge une application de se retrouver autour d'un sujet commun qui est l'usage de nos clients au sein de l'application. Et c'est à la fois un sujet marketing, un sujet design et un sujet technique. Si on voit que les clients s'arrêtent sur un écran parce qu'il y a un crash, c'est un problème technique. Si on voit qu'on a un écran dans lequel les clients ne vont jamais, c'est peut-être un problème ergonomique. Donc déjà, toute cette première partie de données qu'on peut récupérer avec cet outil-là, il est vraiment intéressant pour nous parce qu'il force nos équipes à vraiment travailler en mode agile. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, et c'est aussi pour ça qu'on avait choisi cet outil, c'est que sur la base de ce qu'on constate en matière d'usage, on est capable, avec un seul outil, de créer des segments et d'aller commencer à établir une relation personnalisée avec des segments de clients. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Donc, on a vraiment commencé aujourd'hui à activer vraiment toute cette capacité à faire des push notifications, donc soit in-app, soit out-of-app. Alors, ce que nous on constate, c'est que c'est vraiment un travail qui doit être fait au niveau de chaque application. Quand on a autant d'applications que nous, donc il est important que chaque équipe définisse bien ses objectifs, qu'au préalable elle ait bien compris ce que font ses clients dans les applications et que on se fixe des objectifs. Alors l'objectif, ça peut être par exemple, tiens, je vais demander à mes bons utilisateurs d'aller me noter dans le store. Et c'est mieux si je le demande aux utilisateurs qui utilisent souvent mon application et qui a priori sont contents, plutôt que de le demander à tout le monde, à l'aveugle, comme le font la plupart des applications du marché. Là, vous êtes sûr que si vous faites ça, c'est plutôt ceux qui ne sont pas contents qui vont aller vous noter. Donc, c'est important de comprendre la souffrance de certains utilisateurs, mais c'est aussi important d'aller activer vos bons utilisateurs et de leur suggérer d'aller noter votre application. Et nous, on a constaté vraiment des résultats très positifs juste sur ce use case-là. Après, on a d'autres use cases. Vous pouvez aussi, par exemple, avec le push out of app, aller ce qu'on appelle réveiller des utilisateurs inactifs. Alors, il faut le faire à bon escient. Vous allez le faire, par exemple, quand vous avez fait une mise à jour de votre application,
quand vous avez ajouté une fonctionnalité. Vous allez réveiller un utilisateur en lui disant au fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va vous intéresser, venez la voir, et en cliquant sur le push, il va se retrouver directement sur la page dédiée. On a également utilisé ces fonctionnalités pour mettre au sein, via des push in-app, en avant des promotions. Et pareil, toujours sur des segments de clients, pour faire en sorte que quand on a envie de mettre en avant un contenu, une nouvelle fonctionnalité, une offre, on le fait sur des clients qui, a priori, vont être intéressés. Et ensuite, on le vérifie, en fait. On le vérifie avec le résultat du clic. Et c'est là où on est vraiment aujourd'hui très satisfait, c'est que le taux de transformation d'un push notice segmenté, c'est entre 30 et 40%. Là où c'est un standard du marché, tout le monde a ça en tête. Quand vous faites une campagne mail ou campagne SMS, vous avez les taux de transformation, les taux de clic de, quand ça marche bien, 5%. Là, on a plus de 30% de gens qui réagissent au push et font quelque chose derrière. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous, on utilise et on est vraiment satisfait et on continue au quotidien d'accompagner les chefs de produits pour qu'ils s'approprient cet outil, qu'ils l'utilisent vraiment au quotidien avec l'ensemble des membres de l'équipe application, et puis que ça devienne une culture vraiment commune chez Orange, qui est vraiment de se soucier encore une fois de comprendre ce que font nos clients, segmenter des groupes de clients et puis engager une interaction positive avec eux. Voilà aujourd'hui ce qu'on fait avec Mobile Engagement. Merci Yvan. Et donc pour compléter ce que dit Yvan, on a entendu plus de 400 applications, 80 dans lesquelles on retrouve Mobile Engagement. Vous avez la possibilité de faire du push notification dans différentes langues en fonction de la langue téléchargée de côté par l'utilisateur final, ce qui peut être important aussi, plutôt que d'avoir des push dans la langue française s'il a téléchargé une version anglaise, de pouvoir bien s'adresser et d'avoir le bon message. Vous avez la possibilité également aussi de faire du push multi-OS, multi-device, sans devoir passer par différentes briques. Donc vous pouvez adresser le même message indépendamment de l'OS, si c'est du Windows 10, de l'Android ou de l'iOS, et qui permet justement de faire des pushs beaucoup plus rapides et automatisés. Pardon. Et donc du coup, pour revenir sur la partie Open API, donc on l'a évoqué, les interconnexions avec les différents DMP, outils tiers du marché. Le fait que Mobile Engagement soit porté aujourd'hui sur la partie Microsoft Azure, sur le cloud Azure, elle nous offre également d'autres scénarios très enrichissants et très intéressants sur le sujet, dans le sens où on va pouvoir le connecter avec du machine learning. Solution qui est présente sur la partie Cloud Microsoft, et que va nous apporter ici le machine learning, ou que peut nous apporter demain le machine learning en utilisant cette solution. Et le premier, c'est de l'autosegmentation. On va coupler finalement les analyses humaines avec les analyses mathématiques derrière, faire tourner l'algorithme, et donc on va pouvoir détecter des autosegmentations auxquelles on n'aurait pas pensé, et finalement pouvoir adresser les bons messages aux bonnes personnes et surtout au bon moment, pour éviter d'avoir des push notifications qui sont jamais lues ou jamais vues par les mobiles. En tout cas les utilisateurs finaux. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on va pouvoir également se servir par exemple du machine learning pour faire du prédictif sur les churns, sur les personnes qui vont quitter votre application ou tout simplement passer sur la concurrence. Et l'idée c'est souvent, parfois on s'en aperçoit un peu trop tard, et donc là on va avoir des signaux qui sont, même si on a des signaux très faibles, le machine learning va pouvoir les interpréter pour nous et dire attention, on a une population à risque, il faut s'adresser à ces personnes-là et de manière rapidement et de manière chirurgicale. Donc c'est l'avantage que l'on va retrouver sur la partie également machine learning. On va pouvoir l'interconnecter aussi Mobile Engagement avec un outil que l'on a à notre disposition qui s'appelle Power BI. Typiquement, si vous voulez partager des tableaux dynamiques en temps réel, des dashboards de pilotage ou de visualisation auprès de vos directions métier, direction communication, marketing, etc., afin qu'ils viennent voir l'outil en temps réel, puisque à l'intérieur, évidemment, on a plein d'informations analytiques pour monitorer les applications. Là, en fait, on leur partage un dashboard tout fait, dynamique, basé sur les actualisations des remontées, et ça permet justement de pouvoir partager à l'ensemble des personnes dans l'entreprise.
et donc évidemment le cloud sur lequel on peut s'appuyer, certifier de bon nombre de d'ISO, alors différentes ISO, évidemment on s'appuie sur toutes les règles des modèles cloud européennes justement que l'on respecte à souhait pour pouvoir être encore plus près de nos usagers et respecter la vie privée évidemment in fine. Alors on a vu un peu la couverture applicative, mobile engagement. Alors mobile engagement avec Azeton, ça donne quoi, Philippe? Azeton, c'est une solution qui va venir en fait compléter directement ce que vous avez déjà vu avec Mobile Engagement. Avec Mobile Engagement, on a quoi? On a à la fois l'outil d'analytics qui permet de savoir un peu ce qui se passe en termes d'usage de l'application, un peu les tuyaux de l'application, on va dire, et puis la partie push notification. Avec Azeton, en fait, on a trois solutions complémentaires. La première, c'est une solution qui permet, à travers de ce qu'on appelle de l'UX Analytics, c'est-à-dire l'interface utilisateur de l'application, de comprendre comment l'utilisateur interagit avec cette application. C'est-à-dire non pas forcément sur quel bouton, quelle page il passe, mais surtout sur quel élément de l'interface il va interagir, quel geste il va faire sur cette application. C'est ce qu'on voit un peu illustré ici sur cet écran. C'est comment en fait l'utilisateur va effectivement manipuler l'interface utilisateur, le temps qu'il va passer dessus, où est-ce qu'il va faire ça. Donc ça va donner des informations extrêmement intéressantes sur est-ce qu'on a effectivement dessiné la bonne interface utilisateur, est-ce qu'on a bien compris ce que l'utilisateur essayait de faire avec son application, et si c'est pas le cas, si on voit que les manipulations ne sont pas exactement ce qu'on avait prévu, ce qui en fait arrive très très souvent, on peut faire deux choses. On peut soit évidemment revenir en développement et modifier un certain nombre de choses, soit c'est une autre compétence de notre solution, c'est de venir modifier de manière instantanée, à la volée, sans avoir à republier l'application, un certain nombre d'éléments en temps réel de l'application. C'est ce qu'on fait donc avec cette notion d'optimisation ou de test A/B, c'est-à-dire modifier virtuellement n'importe quel élément, soit de l'interface utilisateur, soit même fonctionnel de l'application. On va tester la réaction des utilisateurs à l'activation ou la désactivation de parties de l'application, à la modification de l'interface utilisateur de l'application, encore une fois, sans avoir à republier son application. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, au bout du bout, et c'est là aussi où c'est extrêmement intéressant de lier notre solution avec Mobile Engagement, c'est de voir comment on peut personnaliser non pas cette fois-ci les push notifications uniquement, mais également l'expérience utilisateur au sein de l'application, parce qu'à partir du moment où effectivement on sait qui est l'utilisateur d'une application mobile, et c'est souvent justement une des compétences que l'on a aujourd'hui avec une application mobile, c'est de parfaitement connaître son utilisateur et l'appareil sur lequel il l'utilise. Eh bien, de la même manière qu'on va lui envoyer des push notifications personnalisées, on peut aussi lui personnaliser son expérience utilisateur et en fonction de son profil, de son contexte d'utilisation, avoir un rendu complètement différent. Et si on regarde en fait un peu plus en détail comment ça fonctionne, la partie analyse de l'expérience utilisateur, compréhension de l'expérience utilisateur, vous en avez un exemple ici, c'est tout simplement donc pouvoir voir sur une page donnée, sur n'importe laquelle des pages de l'application, comment en fait les utilisateurs vont manipuler cette page. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que bien évidemment on peut le voir pour chaque page, pour chacun des types de device que l'on utilise pour n'importe quelle orientation, mais aussi par profil utilisateur. Et ces profils, ça peut être soit des profils qu'on définit avec notre propre SDK, soit des profils qu'on va venir importer de Mobile Engagement. Et la segmentation que l'on a réalisée au départ dans sa population avec Mobile Engagement, on va pouvoir réaliser en fait une analyse à travers ce module de comment chaque segment utilisateur va utiliser l'application, et c'est souvent des utilisations assez différentes. Donc là, on a un exemple, en l'occurrence de l'application TVgo d'Orange, mais oui, en effet, on reconnaît, tu reconnais une application de notre portefeuille qui est une application roumaine, qui s'appelle TVgo. Donc en effet, Azeton, c'est intéressant pour nous parce que, bien sûr, c'est complémentaire de Mobile Engagement, on en reparlera peut-être après, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un outil qui fonctionne avec plusieurs leviers. Et le premier levier, ça complète exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est avec cette première fonctionnalité, on arrive à mieux comprendre ce qui fonctionne sur chaque écran. Et donc là, on est vraiment concentré sur la performance de l'expérience client. Donc évidemment, c'est majeur. Pour nous aussi, c'est important, c'est-à-dire que
on sort de l'ère où des applications, comme tu le disais Philippe, sont faites de manière un peu standard, classique. Moi j'ai l'habitude de dire, c'était auparavant les applications c'était le chef de produit et puis éventuellement de son boss et puis on faisait une application, on poussait ça au client et puis si le client ça lui convient tant mieux, si ça lui convient pas tant pis. Là on a des outils aujourd'hui pour vraiment vérifier que ce qu'on a fait, éventuellement co-construit avec les clients, dans la réalité, ça se passe comme on l'avait prévu. Donc cette première fonctionnalité, elle est importante. Par exemple, voilà, on peut regarder où est-ce que le client appuie. Si par exemple, vous avez une image dans votre page et que vous constatez que le client passe son temps à tapoter dessus et qu'en fait elle n'est pas zoomable, ben, il y a peut-être un problème de conception et peut-être que vos utilisateurs attendent que cette image soit zoomable. Donc ça c'est par exemple un premier enseignement. Un autre enseignement, c'est de porter une attention importante à ce qui se passe en dessous de la ligne de flottaison. Avec cet outil, ben, on va éventuellement identifier des actions qui ont l'air importantes pour les utilisateurs. Si par exemple ils passent leur temps à interagir dans votre page sur des éléments qui sont en dessous de la ligne de flottaison, ben, on peut peut-être se poser la question de savoir s'il ne faut pas reconstruire la page différemment pour que ces informations-là soient plus visibles par les utilisateurs qui arrivent sur la page. Voilà, donc vraiment cette fonctionnalité, nous on est vraiment super contents, c'est une mine d'informations pour maximiser l'expérience client et le design des applications. Oui, peut-être la seule chose que je rajouterais, c'est qu'effectivement, ce qui est assez intéressant, et nous on le voit de plus en plus, c'est qu'en fait, là, dans une application mobile, la richesse d'interaction, elle est plutôt en croissance. C'est-à-dire que, à la différence d'un site web où globalement tu fais juste des tapes pour passer d'une page à l'autre, d'un élément à l'autre, aujourd'hui tu vas avoir des interactions où tu fais effectivement des zooms, des swipes, tu vas faire du 3D touch même sur certains téléphones qui existent aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement la profondeur d'interaction qu'on peut construire avec une application, elle est plutôt en croissance et justement cet outil permet d'aller bien analyser cette partie-là. Et l'autre chose dont on a un peu parlé ici, mais qui est assez intéressante, c'est cette partie-là, comme l'ensemble de notre SDK, en fait, c'est très simple d'installer le SDK, puisque c'est 60 secondes d'intégration et c'est très rapide. Et surtout, il n'y a pas d'impact de performance sur l'application. C'est-à-dire que effectivement, l'application ne ralentit pas, aussi bien pour ce module-là que pour le module AV testing. Au début, nos développeurs à la maison étaient sceptiques. Hein. Ouais. On n'est pas convaincus par l'exemple. Exactement. Tu prends le SDK, tu n'as pas besoin de faire de compte tagage, ça n'affecte pas la performance. Voilà, donc il n'y a qu'à l'utiliser, quoi. C'est pas plus simple. Je suis satisfait que tu le dises. C'est la réalité, je ne dirais pas. L'autre chose qui est ensuite intéressante, c'est effectivement de se dire, mais j'ai une application, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes de développement d'applications qui honnêtement ont baissé les bras, c'est-à-dire ils disent bah j'ai fait une application mobile, je ne peux plus la toucher en fait jusqu'à la prochaine fois où je vais la resoumettre à mon store et je vais repasser via ce cercle infernal qui est de dire je développe, je soumets, j'attends que ce soit validé, j'attends que ce soit déployé, etc. L'A/B testing, c'est deux choses sur une application mobile, c'est à la fois évidemment tester les variantes, mais c'est aussi cette notion d'interaction en temps réel en fait avec une application mobile qu'on peut modifier de manière instantanée sans avoir encore une fois à repasser par tout le cycle habituel. Et là, ce qui est assez intéressant avec notre plateforme, c'est deux choses. C'est à la fois cette notion donc d'instantané, mais c'est aussi avec le nouveau mode qu'on vient d'introduire et qu'on a introduit par exemple dans cette application TVGo, qui est de faire de l'A/B testing visuel, c'est-à-dire d'être connecté en mode administrateur sur l'application, comme on le voit à gauche, et tout simplement par un simple balayage de l'application, de cliquer sur n'importe quel élément de manière visuelle que l'on souhaiterait modifier. Dès qu'on sélectionne cet élément, on voit les propriétés qui s'affichent et on peut venir les modifier en temps réel. Et donc ça ne nécessite absolument aucune connaissance technique ni de développement. Donc une fois que le SDK est intégré une fois pour toutes dans l'application elle peut être déployée en production, on n'a rien prévu à l'avance et n'importe quel utilisateur, administrateur, va pouvoir en fait venir sélectionner un élément, le modifier, le déployer, là encore sans avoir à faire appel à des ressources techniques. Et donc ça nous semble effectivement assez intéressant. Et pour citer un exemple par exemple de nos clients, un de nos clients c'est à vendre à louer. En utilisant nos solutions d'A/B testing, il a testé différents éléments de sa barre d'action
dans l'application à vendre louer qui permet de contacter les agences, c'est un de leurs éléments clés, et ils se sont aperçus que selon les options qu'ils sélectionnaient, ils pouvaient améliorer l'efficacité de cette conversion, donc des gens qui contactent réellement les agences, de 36%, qui est quand même loin de négligeable, en modifiant justement à la fois les icônes et le fonctionnement de cette barre d'action. Oui, alors nous donc chez Orange, donc comme je l'ai dit, là on est en train de tester cet outil auprès de quelques chefs de produits volontaires, on va dire, quelques applications pilotes. Donc évidemment là aussi c'est une fonctionnalité qui nous intéresse. L'A/B testing c'est quelque chose qui est connu dans le domaine du web. C'est pas forcément utilisé dans les applications et là on voit que c'est quand même assez simple. Là également il n'y a pas besoin de plan de tagage. On met le SDK, il repère tous les éléments de la page et on peut interagir avec chacun des éléments de la page pour tester différents scénarios, différentes configurations et mesurer l'efficacité de chacun de ces scénarios. C'est ça le propre de l'A/B testing. Hein. Nous c'est ça qu'on est en train de travailler avec les chefs de produits, c'est de dire tu as un doute sur la meilleure façon de présenter les choses dans ta page, teste 1, 2, 3 scénarios, et puis tu vas voir lequel fonctionne le mieux. Alors ça peut être en termes de clics, en termes d'actions identifiées derrière. Hein, les indicateurs de mesure du résultat de l'A/B testing peuvent être différents. Alors par exemple, nous on a un exemple concret en ce moment. Dans une application où on a un formulaire d'authentification de nos clients, il y a un champ qui est le fait de renseigner son adresse mail. Et donc, et c'est important pour nous que dans ce formulaire, les clients remplissent leur adresse mail. On est en train d'identifier différents cas d'A/B testing pour faire en sorte que on maximise le fait que l'utilisateur rentre bien son adresse mail. Donc on va tester différentes configurations et puis on va identifier laquelle est la plus efficace pour éventuellement derrière la généraliser. Et dernier point dont j'ai rapidement parlé et qui est la partie personnalisation. Donc ça c'est en fait quoi? C'est un peu le même principe que l'A/B testing en termes de modification instantanée et en temps réel de l'interface utilisateur ou de l'expérience utilisateur dans l'application. Mais là ce qu'on va venir faire c'est tout simplement assigner à certains profils une interface et un fonctionnement d'application particulier. Donc qu'est-ce qui est vraiment intéressant là? Encore une fois, c'est de se dire, mais une application mobile, en fait, c'est pas un site web. Et en fait, globalement, avec une application mobile, on n'a jamais su autant de choses sur un utilisateur que depuis justement qu'il utilise l'application mobile. Et en fait, on le sous-utilise. Alors, on commence à l'utiliser avec les push notifications, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, mais sachant que je sais qui est cet utilisateur, je sais quel est son contexte d'utilisation, je sais éventuellement le lieu dans lequel il utilise son application, je sais éventuellement ce qu'il essaye de faire avec son application, je peux créer une application qui va être réellement personnalisée, c'est-à-dire qui va fonctionner de manière différente. Par exemple, si je suis un nouvel utilisateur ou un utilisateur habituel de cette application, si je suis chez moi, à mon bureau ou près d'un magasin, si je suis un utilisateur premium ou un utilisateur lambda, entre guillemets, dans mon application, bref, toutes les segmentations dynamiques ou non dynamiques, je vais pouvoir les utiliser pour rendre en fait, pour faire un rendu de l'application qui est personnalisé. Et c'est pas simplement l'idée de dire c'est une application qui va être dynamique, ça va être plus cool, etc. L'idée c'est réellement de s'adresser à des gens et à la fois d'améliorer et leur satisfaction de l'application parce qu'elle va être plus simple, ça va être plus rapide pour eux de faire ce qu'ils veulent faire, mais aussi plus efficace. Hein. C'est-à-dire que effectivement, si j'ai une application justement où mon objectif c'est d'amener les gens sur un lieu d'achat, un magasin ou quoi que ce soit, ça fait du sens effectivement que mon application elle aide l'utilisateur dans le parcours client au niveau de son point d'achat plutôt que quand il est chez lui où en fait il peut avoir une expérience d'utilisateur très différente. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement là aussi d'exploiter justement cette notion de profil avec cette notion de mise à jour en temps réel de l'application. Et si tu avances sur les autres écrans, ce qu'on peut voir c'est effectivement le rendu d'une application, il peut être différent. Alors ça peut être soit des écrans, soit des actions dans l'application, soit même des menus de l'application qui peuvent être adaptés
en fonction de l'utilisateur. Par exemple, si c'est un utilisateur identifié ou si c'est un utilisateur qui utilise déjà l'application, il peut avoir accès en fait à des fonctionnalités de l'application, à un rendu de l'application qui est différent. Et là aussi, je pense que tu as donc des idées. Là, c'est vraiment, pour nous, c'est le dernier étage de la fusée, c'est-à-dire, et encore une fois, ça répond à un besoin, je pense, qui aujourd'hui est partagé par la plupart des gens qui font des applications. Hein. Je prends toujours l'exemple de dire, nous, comme tout le monde, on a l'ambition d'avoir le client au centre de nos préoccupations. Donc, ça fait des années qu'on co-construit nos applications avec les clients. Je donne toujours l'exemple où on fait venir un client dans une salle, on leur donne des post-it, des ciseaux, de la colle, et on leur dit dessinez-moi votre application idéale. Donc, on repart de ce genre de workshop avec 20 applications différentes qui correspondent chacune aux besoins du client. Puis on retourne voir nos développeurs et puis au final, on fait finalement une application qui correspond à tout ce qu'on a compris, mais qui au final s'adresse à personne. Donc ça, nous, on veut arrêter avec ça. Ce qu'on veut vraiment, c'est que l'utilisateur qui va utiliser une de nos applications, il sache qu'il a une expérience qui est vraiment spécifique à lui, que c'est pas la même que celle de notre utilisateur, parce que, avec son consentement bien évidemment, hein, on a compris quelles étaient ses attentes, quels étaient ses besoins, son contexte, etc. Et qu'on est capable de les prendre en compte pour lui délivrer la meilleure expérience utilisateur possible. C'est vraiment ça que nous, on veut faire. Et alors là, les use cases, ils sont infinis, hein, je dirais, ils sont vraiment là aussi à travailler application par application. Il ne s'agit pas d'avoir des méthodes type qu'on va répliquer sur toutes les applications, ça serait une erreur. Donc c'est vraiment un travail à faire application par application. Donc par exemple, une application où le client va être logué versus un usage avec un utilisateur qui n'est pas logué, évidemment, on va pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là pour présenter différents parcours clients au sein de l'application selon que le client est logué ou pas logué. Un autre exemple très concret que nous on a actuellement, on a une application, je peux la citer, hein, c'est notre application du cloud d'Orange. Ce qui est important pour nous dans l'application cloud d'Orange, c'est que les clients activent la fonction de synchronisation de leur contenu. Pour ça, il y a un bouton spécifique dans l'application. Et aujourd'hui, l'accès à cette fonctionnalité, elle est en dessous de la ligne de flottaison. Donc on pourrait dire, bah tiens, on va la remonter, tout le monde. Bah non, parce que la personne qui a déjà activé la synchronisation, c'est plus la peine de lui mettre en avant cette fonctionnalité-là. Donc l'idée, bah, c'est de créer deux segments, les clients qui ont activé la fonction et ceux qui l'ont pas activé. Si l'utilisateur n'a pas activé la fonction, bah, quand il va arriver sur la page, c'est le premier lien qu'il va voir et on va l'inciter on peut le renforcer par un message spécifique, le fait qu'il peut synchroniser, il peut activer la synchronisation, et puis un utilisateur qui a déjà activé la synchronisation, à la limite c'est fait, on remet la fonctionnalité en bas de la page, parce qu'éventuellement, s'il a envie de désactiver, il va la trouver. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple aussi qu'on trouve intéressant, l'utilisation de ces outils-là, c'est par exemple, c'est plus lié à la performance et à la qualité dans le développement. On a le cas par exemple d'une application avec une fonctionnalité qui est disponible sur Android pour l'ensemble des mobiles Android. Et en fait, on s'est rendu compte après avoir lancé l'application que cette fonctionnalité-là fonctionnait moyennement bien sur certains devices. Bien donc, on va pouvoir adapter l'activation de cette fonctionnalité pour des clients qui éventuellement auraient un device où on sait que cette fonctionnalité-là n'est pas optimum. Du coup, on va pouvoir désactiver cette fonctionnalité-là, on va pouvoir corriger, et puis ensuite on va pouvoir activer sans intervention particulière de développement. Hein. Et ça, c'est vraiment intéressant, cette fonctionnalité-là. Moi, j'attire votre attention sur bien le regarder, c'est la capacité à activer ou désactiver des bouts de code. Ça peut aussi permettre de faire ce que on appelle du stage rollout, pour reprendre un terme propre à Android. Vous mettez une fonctionnalité nouvelle, là vous allez peut-être créer des segments de clients définis qui vont découvrir cette fonctionnalité
en avant-première. Ça va vous permettre de vérifier que vous l'avez bien développé, que ça crache pas, qu'elle correspond aux besoins. Et puis une fois que vous avez vérifié sur un segment de clients que cette fonctionnalité-là fonctionne bien, vous allez pouvoir la généraliser de manière un peu plus massive. Donc ça, c'est assez important aussi quand on a envie d'être agile et puis de ne pas déployer des choses à tout le monde d'un coup parce que parfois on prend des risques peut-être un peu inconsidérés. Puis, dernier exemple, on a évidemment des applications qui permettent à nos clients de configurer leur box à la maison, leurs équipements. Voilà, c'est assez compliqué pour nous parce que une application comme ça, on a une interface graphique pour tout le monde, on a des fonctionnalités qui sont les mêmes pour tout le monde. Alors, on a pourtant des clients qui sont très férus de technologie, qui sont à l'aise avec les technos, puis on a des clients qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est très important pour nous d'arriver à utiliser la personnalisation qui va du coup s'adapter au profil qu'on aura identifié des différents utilisateurs de ces applications. Quelqu'un qui est plutôt féru de technologie, on va plutôt lui mettre des fonctionnalités en avant. Et puis quelqu'un qui va être un peu moins à l'aise, on va plutôt pousser des fonctionnalités d'assistance qu'on aura moins poussé sur quelqu'un qui est très à l'aise avec la techno. Donc voilà, ça c'est, je pense là, nous on a un champ des possibles assez important. Voilà, et comme vous le voyez, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment spécifique à chaque application et c'est important de vraiment personnaliser votre réflexion. Voilà, alors, merci déjà d'avoir illustré, je pense, avec plein d'exemples différents, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est effectivement de se projeter sur en quoi ça peut servir en pratique dans certains exemples. Peut-être pour terminer cette présentation et avant de passer aux questions-réponses, et on pourra les traiter tous ensemble, c'était vous parler des différentes utilisations combinées. Alors, il y en a un certain nombre que vous avez compris au travers des différents exemples qu'on a essayé de vous donner ici. C'est effectivement combiner en fait nos deux solutions, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir, nous par exemple, utiliser les segmentations qui existent dans Mobile Engagement pour cibler des tests AB. Ça c'est intéressant parce que souvent en fait on se dit un test AB, je vais le donner sur l'ensemble de la population. À notre avis, c'est une erreur fondamentale sur une application mobile parce que un test AB, l'idée c'est quoi? C'est de dire si j'ai une population homogène en fait de mes utilisateurs, à la limite, de faire un test sur une population homogène et faire le même test sur une autre population homogène ne va pas forcément donner les mêmes résultats. Et donc, utiliser cette intelligence, encore une fois, de sa segmentation de clients dans une application pour les tests AB, c'est absolument fondamental, plutôt que de faire un échantillon, encore une fois, complètement aléatoire de l'ensemble de sa population. On a parlé de la personnalisation de l'expérience client depuis la push notification jusqu'à l'expérience utilisateur, et ça c'est intéressant, effectivement, de se dire je vais à la fois envoyer des push notifications personnalisées et une expérience personnalisée dans l'application qui sont synchronisées l'un avec l'autre. Il y a bien évidemment la notion de tester l'efficacité de push notification, pas simplement sur qu'est-ce que l'utilisateur fait, est-ce qu'il clique effectivement sur la notification ou pas, mais plus est-ce que ça va donner réellement au bout du bout une meilleure expérience dans l'application, éventuellement une conversion dans l'application, une meilleure satisfaction de l'utilisateur dans l'application, on peut le gérer avec notre plateforme. Et puis, il y a un certain nombre de scénarios peut-être un peu plus avant-gardistes, et là je pense que ça serait intéressant aussi, Yvan, d'avoir ton idée en conclusion sur certains de ces scénarios-là, où on va faire des choses un petit peu plus sophistiquées, on va dire, par exemple, je pourrais utiliser en fait ces technos à terme pour vraiment faire de la contextualisation temps réel d'expérience utilisateur. Parce que, encore une fois, à partir du moment où on va être capable de dire oui, je peux envoyer des notifications en temps réel et je peux déclencher en fait ces scénarios-là de manière parfaitement instantanée. Et si je peux projeter en même temps une expérience utilisateur dans l'application, oui, un utilisateur qui passe à côté de son centre commercial favori, par exemple, il pourrait avoir une notification et une expérience utilisateur qui est instantanément personnalisée. Tu as parlé aussi de l'Azure Machine Learning. Je pense que ça c'est intéressant aussi parce que se dire que l'information que soit Azeton, soit Azure Mobile Engagement collecte en termes d'usage de l'application, l'information qui vient de ta DMP ou ton CRM, ça peut te donner énormément d'informations sur ton client. Si tu le segmentes de manière dynamique, tu pourrais là aussi, de manière
on va dire, proactive, aller faire du marketing prédictif, c'est-à-dire vraiment dire à cet utilisateur-là, je sais que son forfait Orange, il a des chances de passer à la trappe pour telle ou telle raison, et donc je vais lui proposer effectivement un certain nombre d'expériences, d'informations, de solutions qui vont justement permettre de conserver sa satisfaction et sa fidélité. Oui, tout à fait. Oui. Là aussi, pour nous, c'est cette vision-là à laquelle on veut arriver, hein, notamment à commencer par la contextualisation. C'est très important aujourd'hui que on puisse personnaliser l'expérience utilisateur d'un utilisateur avec des éléments extérieurs à l'application. Donc, ça peut être de manière basique la géoloc, mais aussi un changement d'état d'un objet connecté qui est lié au profil du client ou un contexte. On parle beaucoup en ce moment du marketing du moment. Je suis assez convaincu que voilà, quand on parle de personnalisation, avoir cette approche de marketing du moment, à quel moment l'utilisateur utilise cette application, quel est son contexte, il faut prendre ça en compte pour vraiment personnaliser l'application. Est-ce qu'il est à la maison? Est-ce qu'il est en train de regarder la télé? Un utilisateur qui va utiliser une application alors qu'il est en train de regarder en même temps la télé, nous, on doit à terme être capable d'arriver à détecter tout ça et du coup à délivrer une expérience spécifique dans l'application. Ou alors des scénarios plus basiques que tout le monde a en tête, c'est la météo. Voilà, dans plein de contextes de marketing prédictif, la météo peut être un élément assez important pour contextualiser et du coup, par exemple, prédire également. Et ça, c'est là également ce qu'on vise, hein, c'est d'essayer là aussi de personnaliser l'expérience client de manière prédictive, ne pas attendre que les choses arrivent, mais de s'appuyer sur la puissance de tout ce qu'on vient de décrire, hein, du machine learning, pour pouvoir vraiment anticiper les choses et être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Voilà, donc comme vous le disiez aussi, hein, tous les deux, voilà, éviter l'anti-churn par exemple, c'est un scénario classique pour tout acteur et encore plus pour un opérateur comme Orange. Voilà, c'est très important d'être, comme je l'ai dit, d'être proactif. Si on détecte au travers des usages, dans l'application, au travers de facteurs extérieurs, qu'un client potentiellement a un risque de churner, on va dire, à nous d'être capable de le détecter et d'être proactif, d'aller au-devant de cet utilisateur, en adaptant l'expérience client, en lui proposant pourquoi pas un click-to-call pour appeler un conseiller ou qu'un conseiller le rappelle, etc. etc. Voilà. Évidemment, c'est ce genre de scénario qu'on vise avec toujours l'objectif majeur, c'est que le client se sente écouté, compris et que l'expérience qu'il a avec nos services, elle soit la meilleure possible et qu'elle lui soit dédiée et que ce ne soit pas la même que la personne qui est à côté de lui, qui n'a pas les mêmes besoins du tout. Ok, merci Yvan. Je crois qu'on peut passer aux questions-réponses. Il y en a quelques-unes déjà. Vas-y, Jérôme. Non, mais parfait, très bien. Nous allons donc passer aux questions-réponses. Alors, la première question, elle est pour toi, Yvan. Elle est de Marianne Ferreira. Orange a dit avoir interrogé 4 solutions. Quelles étaient ces 4 solutions et qu'est-ce qui a prévalu au choix de Azure Mobile Engagement? Alors donc, c'est même plus que 4 solutions. Hein. On a fait ce qu'on appelle un RFP en bonne et due forme avec un cahier des charges qu'on a envoyé aux acteurs du marché ou que les acteurs du marché ont pu se procurer. Donc on a testé, a priori c'était il y a plus d'1 an déjà, presque 2, hein, tous les acteurs majeurs du marché qui avaient, pour la plupart, avaient des solutions qui n'étaient pas intégrées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup eu de réponses de différents acteurs qui se sont associés. C'est-à-dire des acteurs qui étaient légitimes pour faire du tracking d'usage, et puis qui se sont associés à des acteurs qui faisaient du push. Donc un des premiers critères qui nous a fait choisir Mobile Engagement, c'était cette intégration qui pour nous, et ça a été vérifié avec les questions qu'on a posées, était gage d'une
maîtrise de la roadmap et de l'évolution des deux fonctionnalités qui serait bien meilleure que si c'était deux solutions qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Ensuite, ce qui nous a aussi fait pencher pour cette solution, c'était son ouverture. Et toutes les solutions qui avaient répondu à notre RFP ne l'étaient pas. Ça a été mentionné tout à l'heure. Pour nous, évidemment, c'est très important qu'on puisse, premièrement, exporter facilement les données qu'on collecte au sein des applications pour aller les mettre dans notre DMP, dans nos CRM, et à l'inverse, qu'on puisse réintégrer dans les applications des données pour optimiser nos segments. Donc ça, je dirais, ça a été entre autres deux critères très importants. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est que ça a été le seul acteur à proposer un hébergement dans une zone qui convenait aux règles d'Orange, à savoir aucune donnée hébergée aux États-Unis. Donc ça a été, je dirais, presque le dernier critère majeur qui nous a fait pencher pour cette solution. Merci Yves. On a une autre question, mais qui va s'adresser à toi, Philippe. C'est test des modifications sans republication. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, c'est possible. Ça fait peut-être un peu magique, mais il y a deux, trois choses qui valent le coup d'être dit quand même sur ce point. C'est vrai que, d'abord, la première chose, c'est que ça se fait de manière complètement conforme aux manières en fait qu'ont à la fois Apple, Google, de gérer en fait les stores et de gérer les applications. Donc on n'enfreint aucune des règles en fait de publication des applications, et les applications elles sont parfaitement en règle avec ces fonctions-là. La façon dont ça fonctionne, c'est relativement simple. D'abord, ce qu'on va faire, c'est on va uniquement modifier en fait dans les applications, non pas du code, c'est-à-dire on n'injecte pas du code à la volée dans l'application, on modifie pas le code fonctionnel de l'application qui a été validé par Apple ou par Google. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est en fait modifier des propriétés des éléments. Alors, ça peut aller assez loin, ça peut être soit effectivement faire de l'activation ou de la désactivation de morceaux de code de l'application ou de modules, c'est ce que tu disais tout à l'heure Yvan. Ça peut être évidemment n'importe quelle propriété, donc la taille, la position, la couleur, le texte, l'image, de n'importe quel élément de l'application. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement avec un SDK qui est présent dans l'application, qui a été intégré donc avant que l'application soit publiée. Effectivement, il faut le faire au moins une fois. Et une fois que c'est fait, en fait, ce SDK, eh bien, il va dialoguer avec nos serveurs. Via les serveurs, on va pouvoir, comme vous l'avez vu rapidement dans l'écran tout à l'heure, piloter les différentes propriétés et les attribuer à différents segments utilisateurs. Et ensuite, dès que cela est défini dans le dashboard, en fait, nos serveurs vont dialoguer en fait avec les SDK sur chacune sur chacune des applications qui sont déployées, et le SDK, c'est lui qui va gérer en fait l'intégration et la modification de ces éléments à la volée en fait dans l'application. Et c'est là où il y a un peu de magie, effectivement, parce que le SDK, lui, il est capable, effectivement, au moment où l'application s'exécute, de dire non, mais c'est pas cette couleur ou ce texte ou cette image que tu affiches, c'est à la place, c'est celle-là. Et ça se fait de manière complètement transparente pour l'utilisateur. L'utilisateur, il a l'impression d'utiliser son application comme d'habitude, comme il l'a téléchargé du store, sauf qu'elle présente des variantes. Et ces variantes-là, elles sont suivies, analysées par le SDK qui remonte évidemment au dashboard toutes les utilisations et toutes les conversions éventuellement qui ont été définies dans le dashboard. Voilà. Ça se passe de manière effectivement très simple, mais il y a une petite dose de compétences techniques. C'est là aussi où on apporte notre valeur ajoutée. Bien sûr. Merci Philippe. Donc je pense que ça répond. Génial. C'est génial alors. Je confirme, c'est en général ce que les développeurs disent au final quand on leur explique pourquoi c'est possible. Parce que c'est ça, non, mais c'est important de le dire parce que la première des questions qu'on peut se poser, c'est ce qu'on va faire là, finalement un bon développeur il peut le faire. Mais non, en fait on va avoir cette agilité, puis on va pouvoir construire des scénarios que simplement par codage basique on peut pas faire. Et surtout, tu conserves la main sur ton application une fois qu'elle est publiée. Et ça, c'est quelque part, ça n'a pas de prix. Effectivement, ça te donne une flexibilité, une agilité et une capacité de personnalisation, comme tu disais, qui est effectivement extrêmement poussée. Alors, je crois qu'au niveau timing, on est peut-être un peu court.
Je crois qu'il y a un message perso pour moi, c'est ça? Bonjour Yvan, c'est Carlos, ton ancien apprenti. Ah, super. Salut Carlos, ravi de te lire. N'hésite pas à reprendre contact avec moi. En effet, chez Orange, on a pas mal d'apprentis et tu as été un super apprenti à l'époque. Je m'en souviens très bien. Merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Sachez que vous pouvez retrouver évidemment ce webcast à l'adresse proposée ici, aka.ms/webcastdm. On sera ravis d'échanger avec vous ultérieurement si vous le souhaitez. Et vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci. Merci. Au revoir.